Je crois que la définition d'un classique, c'est que ça passe pas forcément en radio. Un tube, ça passe en radio. Mais Demain c'est loin, c'est un classique, je crois pas qu'il passe en radio. Le Crimpé, c'est un classique, ça passe pas en radio. C'est quand c'est validé par la populace, mais pas par les institutions, que ça devient classique, je crois, tu vois. Et je crois que Cabochard, il a un peu ce statut-là, quoi. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. C'est le son des gitans gueulards, le boom-bap des camps de caravane et des décharges de poids lourds. Si le white trash à la française existe, aucun morceau ne le définit aussi salement que Cabochard, rappé par 25G et 7 Gecko, et mis en musique par Don Nodet. Pour la série Beatmakers, Nodet raconte à David Comeyas et Samuel Hirsch la réalisation de ce titre unique et mythique dans l'histoire du rap de rue. C'est pour les têtes cabossées, tous les cabochards. Le son des camos par des saucés par les charognards. Le son des cassons sur des carrossiers, des Kosovars. Si on a les yeux bleus, c'est à cause des gyrophares. C'est pour les têtes cabossées, tous les cabochards. Le son des camos par des saucés par les charognards. Le son des cassons sur des carrossiers, des Kosovars. Si on a les yeux bleus, c'est à cause des gyrophares. Je me rappelais, j'étais encore chez mes parents et j'ai fait le son avec la MPC sur mes genoux parce qu'en fait, j'avais une chambre pas très grande et donc j'avais un lit en hauteur. Et en fait, mon home studio, il était sous le lit en hauteur, donc tu peux pas te mettre debout, tu vois. Donc je me rappelais, j'étais comme as avec ma petite chaîne hi-fi et mes sons de guerre, quoi. La première piste, je l'ai là, tu vois. C'est un breakbeat. Tu vois, je suis resté Zoulou. Je vois, c'est la première piste que j'ai posée sur mon séquenceur. À la base, moi, je fais que du son à base de samples avec des breakbeats, des samples de jazz et tout. Donc même quand je fais un truc un peu dirty south, je suis obligé de mettre un breakbeat en premier, quoi. Ce break, il est plutôt rapide et ce que j'aime, c'est qu'il a au lieu d'avoir un son de caisse claire, c'est un jeu de rimshot, tu vois. Un peu syncopé et je trouvais ça assez cool, quoi. Je savais pas trop où j'allais, en fait. Je savais que j'avais des envies de tester un truc nouveau par rapport à ce que je savais faire. Moi, j'étais en stage dans une chaîne de télé, une chaîne qui s'appelait Voyage, qui faisait essentiellement du documentaire. Je découvre le monde des CD de bruitage, tu vois. Donc il arrivait souvent qu'au mix, pour compléter la bande son, genre si le mec il est dans la forêt, on rajoute des bruits de forêt, nanana. Et t'as un des CD où il y a que des sons de bruit d'armes à feu, de bruit d'explosion et genre, je fais mais c'est génial ce truc. Moi qui est genre d'ado qui était fasciné par ce genre de conneries, tu vois, je l'ai emprunté, je l'ai gravé et je me suis dit que j'allais me servir de ça pour faire une instru, tu vois. Donc la deuxième piste que j'ai posée, c'est une explosion de canon, tu vois. Ça me donne une sorte de pied, quoi, le kick. Et après le canon qui me fait la grosse caisse, il fallait que je simule la caisse claire. Et la caisse claire, j'ai décidé de la remplacer, la caisse claire, par des bruits de chargement de semi-automatique, tu vois. À l'époque du Dirty South, tu sais, en fin de cycle, ils font toujours des roulements de TR-808. Et là, carrément, j'ai pris un son de mitraillette et voilà, quoi, tu vois, qui fait le truc, là, qui fait le prrrr, tu vois. J'avais vraiment envie de faire un truc vraiment outrancier où l'idée c'était d'aller le plus hardcore possible, quoi. Mais avec du recul, franchement, je crois que je le kiffe ce morceau, mais c'est vrai que c'est pas mon style de prédilection à la base. Et puis après, j'ai commencé à créer la nappe de base, tu vois. La nappe que je te fais écouter 2 secondes. Pour moi, c'était un mur de guitare électrique que je voulais recréer, tu vois. C'est une espèce de construction plein de samples de mes disques que j'essaie de triturer pour en faire un espèce de son de synthé, tu vois. Donc ça peut aller de... Je sais que dans cette nappe, il y a du... Attends, faudrait que je vérifie.
c'est que moi, à la base, j'ai un sampler, une MPC où il n'y a rien dedans, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui où voilà, et on me file plein de plugs. Ou même les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils démarrent, ils téléchargent, ils ont tous les sons à la mode comme ils veulent. Nous, c'était vraiment plus galère. Et là, c'est quoi celui-là? Tu reconnais pas? Là, tu vois, j'ai samplé Voodoo Child de Jimi Hendrix. Je dois avoir, à l'époque, je devais avoir 10 CD de rock, tu vois. Et vu que je voulais un son énervé, je me suis dit, bon, bah, je vais sampler du rock, tu vois. Et j'ai samplé les guitares de Jimi Hendrix pour faire ma nappe, tu vois. Voilà, l'idée, c'est de prendre un sample, de le boucler et de le prendre très court. Et à la fin, tu prends juste 10 millisecondes. Et au final, tu gardes juste, au lieu d'avoir une mélodie, tu gardes juste une note. Et en fait, ce que tu recherches, c'est la texture, tu vois. Quelque part aussi, c'est une manière de répondre aux gens qui vont dire qu'en samplant, bah, tu crées pas, tu vois. Ce genre d'instru, ça montre qu'en fait, un sample, c'est juste une couleur, en fait. Après, tu utilises cette couleur pour faire ton tableau, tu vois. Et ça, je crois que c'était une guitare de Rage Against the Machine sur l'album Evil Empire. Et je crois que... Ah oui, il y a un autre sample encore. Cette nappe, je crois que j'ai pris dans une intro d'une musique vietnamienne, tu vois. Chez moi, chez mes parents, ils ont plein de musique traditionnelle viet et je crois que j'ai récupéré ça, une nappe de trucs comme ça. Et en fait, le truc qui est particulier, c'est qu'en fait, je connais très peu le Vietnam. Là, j'y suis retourné là cet hiver pour mixer. Mais en fait, ça faisait 10 ans que je n'étais pas allé au Vietnam. Moi, mes parents, pendant 20 ans, ils sont pas allés au Vietnam parce qu'ils pouvaient pas aller au Vietnam. Et en fait, moi, je suis né à Paname, en fait. Je suis né à Paname. Je parle très, très mal viet, tu vois. Et donc, en fait, la vision du Vietnam que j'ai eue pendant longtemps, c'est la vision de mes parents qui sont plus tout jeunes et de toute la communauté viet qui sont arrivés dans les années 60. C'est tous des militants communistes qui ont lutté contre les ricains pendant la guerre. Et donc voilà, ils ont une certaine vision du Vietnam, tu vois, un peu politisée, un peu militante, un peu romantique. Et moi, quand je suis allé, j'ai vu que le Vietnam, ça avait rien à voir, tu vois. Enfin, c'est pas que ça a rien à voir, mais maintenant, il y a des Porsche Cayenne au Vietnam, tu vois. Maintenant, c'est l'hyper-capitalisme. Donc, la musique du Vietnam d'aujourd'hui, je la connais pas vraiment, en fait. Moi, c'est vraiment les disques de mes parents. Dans les années 70, t'as la musique, on va dire, militante. Les mecs font des chants révolutionnaires. Ou t'as de la musique qui est de la soul, ou de la funk, ou du rock. C'est du rock vietnamien, mais qui sonne super bien parce qu'en fait, c'est juste les GI qui l'ont importé au Vietnam. Ils ont ramené l'armée en même temps, ils ont ramené tout leur matos, truc. Donc c'est un son de bâtard, tu vois, et ça sonne super bien. Cái chăm em cài là giọt tình nhân em điêu đó chốn xa muôn trùng người yêu của em gửi về. Cái chăm em cài là muôn tình thương nỗi nhớ nhớ người nhân tình thề trọn đời một lòng thương em. Cái chăm em cài bằng chi nào em đâu biết anh đã làm. Donc voilà, en fait, ce qui est marrant, c'est de voir un peu l'impact des conflits et de la guerre même sur la musique, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, vu que je suis un des rares asiatiques dans le rap, j'essaye de faire une musique un peu asiatique, mais avec des codes d'aujourd'hui. Et sans m'en rendre compte, parce que c'est vraiment des gens qui m'ont fait la remarque. Au début, j'étais là, mais non,
t'hallucines, c'est un peu raciste ce que tu dis, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si tout le monde le dit, c'est que c'est un peu vrai. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte, ouais, maintenant que j'essaie d'étudier mon parcours, mais voilà, il n'y a pas de surprise, hein. Moi, je pense on fait juste la musique qu'on a kiffé quand on était petit. Et moi, tu vois, j'ai encore des photos de moi, gamin, avec des instruments viet. Donc, j'ai été nourri ça, avec la musique classique, avec la variété française, avec plein de trucs. Et donc, moi, je crois qu'inconsciemment, je fais une sommation de tout, quoi. Le rap asiatique, déjà je pense que la communauté asiatique, on est moins nombreux que les autres communautés. On a un truc peut-être un peu plus introverti, les Asiatiques, tu vois, on est un peu plus confucéens, on est un peu plus... Moi je vais juste parler pour moi et pas pour la communauté. Moi ça me va de pas être au devant de la scène, de plus être derrière, devant les machines que sur scène. Je crois qu'il y a une question d'éducation et de valeur, je crois. Moi, j'ai rappé au tout début et j'ai vite lâché, tu vois, parce que le rap qui existait, qui était affirmé, c'était un rap vraiment dur, tu vois. Je me voyais pas là-dedans et c'est vrai que nous, les Asiatiques, on n'a pas cette réputation d'être durs, tu vois. Tu vois, il y a toujours ce cliché que les Asiatiques, on n'aime pas faire trop de bruit. Je crois que c'est un peu vrai, tu vois. Il y a un truc qui m'a vraiment posé problème, qui continue à me poser problème, mais bon, on fait avec. C'est qu'on est des Français, et on fait une musique d'Américains, tu vois. Et c'est relou, tu vois. Quand les DJ premiers, ils semblent de la soul, en fait, ils semblent juste de la musique de leurs parents, en fait, tu vois. Si on veut avoir notre rap français qui soit classe, faisons la même chose. Ne copions pas en samplant de la soul, mais copions la démarche, c'est-à-dire prenons la musique de nos parents. Et je trouve que là-dessus, la France, on a une putain de richesse, tu vois. Myself, Lord and Master, shall bring disaster to evil factors. Demonic chapters shall be captured by kings through the storms of days after, and to the earth from the sun through triple darkness to blast ya. Moi, tu vois, un morceau comme Tonton du Bled de 113, si c'est un classique, c'est aussi parce que voilà, ça a été les premiers à se dire venez, on sample la musique des darons. 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bélène, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port de jour, le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Un de mes producteurs préférés, comme je l'ai dit dans plein d'interviews, c'est DJ Mehdi. Et ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que je viens du 94 et Mafia Qu'un Freeze, ça a été, qu'on le veuille ou non, ça a été quelque chose d'important pour les jeunes de notre coin. Et qui plus est, quand c'est un producteur comme Mehdi, qui évolue dans un groupe dit dur, dit très hardcore, on définit pas la Mafia Qu'un Freeze comme quelque chose de très artistique. Et justement, DJ Mehdi a apporté ce plus-là, tu vois. Il a pris toute cette dizaine de mecs très Kaira, avec des casiers judiciaires, et il les a fait rapper sur des trucs ultra classe, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien chez Mehdi, tu vois. Il y a un putain de documentaire qui s'appelle Si tu roules avec la Mafia Qu'un Freeze. T'as tout la Mafia Qu'un Freeze qui parle, qui est interviewé, et tu vois que Mehdi, tu sens qu'il est différent, tu vois. Et je me reconnais dans ce truc un peu sensible, un peu sophistiqué, voire même un peu féminin, tu vois. Tu sens qu'il est pas comme truc. Et lui, ce que j'aime, c'est qu'il a une espèce d'empathie. Tu peux le voir après, des interviews, il roule avec Headbanger, il mixe partout dans le monde. Et il va jamais dire, ouais, les 113 machin, ça fait partie de sa vie, il les kiffe à mort, et voilà, même s'ils se fréquentent plus. Et enfin, c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois, chez lui, il a un truc très dans l'empathie.
fait, j'ai qu'un sampler, moi. J'ai qu'un sampler et j'ai pas de son de synthé, de trucs modernes. Donc j'ai dû me débrouiller, tu vois. J'ai un pote qui avait des machines, qui avait un Proteus 2000. Avec la MPC, j'ai samplé des sons de son Proteus 2000, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est un petit synthé qui apporte un peu de petite folie, de dynamisme. Et c'est un synthé où je crois que j'ai mis un filtre résonnant avec, enfin, une enveloppe de filtre résonnant pour que ça fasse soit pas sec, mais qu'il y a un petit son un peu velouté, je sais pas comment on peut dire ça, mais et je sais que j'aime bien faire ça, quoi. Le seul producteur à l'époque qui avait vraiment tout niqué, c'est Lil Jon, tu vois. C'est lui qui a ramené à un niveau grand public le son d'Atlanta, tu vois, le son... on appelait ça le crunk, tu vois. Et moi, inconsciemment, je voulais faire un morceau de crunk, mais à la française, quoi, à la banlieue parisienne, tu vois. C'est un des sons, je trouve, qui définit un peu le style crunk, le style Lil Jon. Et voilà, j'ai vraiment refait la même chose. Une sorte de synthé trance qui doit venir de la dance music, je sais pas quoi. Et avec un peu de reverb pour donner cette dimension un peu club. Et voilà, quoi. Alors, en fait, le truc qui est bizarre, c'est que Lil Jon, c'est pas un Européen, tu vois. Mais moi, pour parler de moi, avant d'écouter du rap, j'écoutais de la dance. Donc pour moi, c'est un peu naturel, tu vois. Sans le vouloir, parce que dans ma tête, je l'ai rangé dans la case mauvais goût, mais je l'ai quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Moi, j'ai commencé avec la dance, et puis en fait, à 12-13 ans, je suis tombé dans le rap, et ça a défini mon identité. Donc un peu ce que j'écoutais avant, j'assumais pas vraiment, tu vois. Mais en même temps, c'est des trucs qui te marquent. Donc forcément, quand Lil Jon, la crunk est arrivée avec des sons très martelés... Let's go! Snap your fingers, do your step. You can do it all by yourself. Let me see you do it. Let me see you do it. Hey, snap your fingers, do your step. You can do it all by yourself. Let me see you do it. Let me see you do it. Moi, j'ai un peu évolué dans le hip-hop, tu vois. Moi, je faisais du graffiti. Je voulais vraiment, je baignais vraiment, je voulais vivre cette culture, tu vois. Et je me sentais plus proche de New York que d'Atlanta, ouais, forcément. Je pense aussi que New York, c'est ce qui ressemble le plus à Paris, peut-être, tu vois. On a une similitude dans l'architecture, dans la manière de vivre. Tu vois, Atlanta ou même la Californie, c'est des gens qui se baladent en voiture. Eux, là, ils ont la culture de la basse parce qu'ils roulent dans des voitures. Nous, c'est peut-être logique qu'on ait moins cette culture de base parce que quand j'étais jeune, on écoutait dans un Walkman dans le métro, donc non, on n'avait pas la culture du sub, tu vois. À cette période-là, c'est là où j'ai commencé à comprendre un peu ces histoires d'influence, de code, de bon goût, de mauvais goût, qui en fait juste de la connerie, tu vois. C'est juste, t'as des groupes de gens qui sont influents à un moment donné, et ils arrivent à définir ce qui est bon goût et mauvais goût, tu vois. Une fois que t'arrives à décrypter cette espèce de pyramide et de hiérarchie, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais goût. Il y a ce que tu kiffes pas, et puis le reste, on s'en fout, tu vois. On est tous le beauf de quelqu'un d'autre, donc voilà. Hein. À l'époque, le rap d'Atlanta, c'était le mauvais goût par rapport au rap new-yorkais. Bah voilà, en 2017, New York, ils ont disparu, tu vois. Et c'est les sudistes qui ont gagné, quoi. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que le mauvais goût d'aujourd'hui, généralement, il finit toujours par être le bon goût de demain, tu vois. Un filtre, en fait, c'est un truc qui va essayer de jouer sur les fréquences pour essayer de couper des fréquences. Et l'idée de l'enveloppe, c'est que ce filtre bouge avec le temps, tu vois, pour que ton son évolue, pour que ça fasse... Dans Square One,
un des morceaux de Pete Rock, il va mettre un filtre résonnant déclenché par un LFO et dans Square One on entend bien que ça fait bien I got some time to explain the true brain of a rhyme writer. Some take the stance of a gunfighter. Others inject intellect or self-respect, or simply kicking birds for a tight paycheck. What they neglect is creative aspects and control. The sounds and words originate up in the soul. Moi à l'époque j'étais dans le 18e dans un studio qui s'appelait UGOP et un des mecs qui gérait le truc était mon manager, Florent, il bossait à Universal, tu vois. Et 25G de mémoire, je crois qu'il faisait la sécu à Universal, tu vois. Je crois que c'est ça. Et voilà, c'est comme ça qu'il l'a ramené en client pour le studio parce qu'il commençait à rapper. Et en même temps, Florent lui avait fait écouter des instrus à moi, et notamment celle de Cabochard, quoi. Et c'est comme ça que ça a démarré. La prise de voix, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon pote Blaze, à qui je fais un gros bisou, DJ Blaze, avec qui on était à l'école ensemble et on a évolué dans le label UGOP ensemble. Ça a été le DJ de Flint, là c'est le DJ de Kassem, et c'est lui on gérait le studio à deux, et c'est lui qui a enregistré 25G et Seth Gecko. Je vois toi, tu brailles, t'aboies, tu vois moi, je maille, et toi, tu bois, tu parles de moi, après tu jactes, finis au bois, avec une chatte, des 10, des 20, je m'en bats, les reins, fétiche, enfin, prends ton serein, à 10 sur 1, ça se croit, sur un, mais je reste serein, des doigts. On fera, faut canner dans la gamme et doper, trop de cacanes sont tombés, sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de l'alcool, prends pas prise, t'as pas de boy, cicatrice d'un bad boy, je veux l'actrice d'un playboy, le 5-20 n'est pas lèche, les 5 ça faut pas wesh, la P5 ou la neige, c'est plus simple, faut la tèche, pour les timbres, faut le latex, feu éteint, full index, ma Diodro, faut l'acheter, qualité, faut l'acheter, 25G, plus relou qu'une chic, plus massif qu'une jeep, une fléchie, tu chic, fais belle, le mérite vient vraiment pas que de moi, tu vois, le clip il y est vraiment pour quelque chose. Je pense que la force du morceau, c'est l'instru, on va dire, c'est 30%. 25G, son univers avec des espèces de gros babtou qui rappent dans une poubelle. Je crois que c'est surtout ça qui a fait le succès du morceau, tu vois. C'est le white trash et de mémoire, c'est vraiment le premier morceau où on a... Ouais, je crois que c'est le premier morceau white trash, tu vois. Avec nos codes français, tu vois. Et, moi, je me rappelais que j'étais sur le tournage, tu vois. 25G m'a dit de venir sur le tournage. Ça a été une belle expérience, tu vois. Déjà, il me dit, ouais, viens, c'est sous l'autoroute. Je fais, putain, c'est bizarre, sous l'autoroute. Et je rentre dans un espèce de camp de gitans avec des caravanes. Il y a des gothiques. Il y a un mec qui ramène un semi-automatique. Je fais, oh là là, c'est chelou, cette histoire. Et ils étaient tous costauds, tous balèzes, tous en Marcel blanc. Et ils faisaient les fous. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais dans le plan de fond. Et on me voit dans le plan de fond, quoi. Mais ça va, je regarde à mon souvenir. Là où on a tourné, c'était vraiment un squat de gitans, je crois. En tout cas, ils vivaient dans des caravanes. Moi, je suis pas assez calé sur la question. Je sais pas si c'est des gitans ou pas, mais ils vivent vraiment dans des caravanes. Et il y a des parties dans le clip qui sont vraiment tournées dans des squats de Tange, ouais. Mais lui, c'est pas un Tange. Lui, c'était plus pour le folklore, pour le personnage, tu vois, pour l'art. De mémoire, moi je suis de Maison Alfort du 94, je voudrais pas dire de conneries, tu vois, mais je sais qu'à l'époque, à Charenton, donc il y avait les cités, je crois que c'était les cités rouges, c'était pas mal de blancs. C'était des cités, c'était HLM, je crois. J'oserais pas dire que les offices HLM regrouperaient par ethnie. Il y en a, ils me disent que c'est vraiment le cas, j'en sais rien, je suis pas assez calé sur la question. Et voilà, et après pour rentrer plus dans le truc, c'est un peu le truc qu'a voulu défendre 25G, mais c'est pas un raciste, hein. Au contraire, il a plein de potes de tout, mais c'est gros, c'est exactement comme les clips de Caris où il y a pas un blanc, tu vois. Les narcos, on le peut bon dans le bidon. C'est Gecko. 25G. Pour tous les Graway, tous les toxibars, les unijambis, les déglingos, Moi je trouve qu'il est un peu crade le son, ouais. Mais le crade cool, tu vois. Faut aussi se dire que c'était en 2008-2009. La MPC c'est un peu limité, tu vois. Il y a pas
Tu peux pas travailler les EQ, tu peux pas mettre un coupe bas, un coupe haut, c'est un peu limité. Mais ça fait aussi le charme du truc, quoi. Au final, c'est pour ça qu'il a ce rendu si compact. On a tout envoyé, on a mis tout à fond, quoi. Les voix, l'instru. Ça donne ce truc qui peut être un peu fatigant, mais à la fois ultra défoulant, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est le titre qui m'a plus rapporté en SACEM. Et je crois que même aujourd'hui, ça me rapporte encore en SACEM. Je suis encore un peu surpris de voir des gens en 2016, 2017 qui continuent à l'acheter sur Internet, qui continuent à streamer le truc. Donc déjà, ça, c'est plutôt cool, tu vois, financièrement parlant. Mais même artistiquement parlant, je suis un mec qui, quand même, je crois, qui expérimente. Et je crois que ce morceau, c'est une de mes premières morceaux connus où j'ai été un peu dans l'expérimentation, tu vois. arteradio.com. Un son que j'adore dans la vie, c'est le son du champagne dans ta coupe de champagne, tu vois. Tu te rapproches et t'entends des plou. Ça, j'aime bien.